Bang Bang. Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil jette un coup d'œil sur le monde de Père de Jong. Père de Jong est senior vice-président dans la société Themis, The Management Institute for International Security, docteur en sciences politiques, professeur en management des marchés émergents à l'EGE Paris. Dans cet épisode, on s'intéresse à la question de la présence des mercenaires russes Wagner au Mali et au déni plausible de Poutine. Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez Mon œil. Pour commencer, Monsieur de Jong, quelles sont les relations de la Russie avec le Mali ? En fait, elles sont quasiment nulles, sauf que la Russie, historiquement, a toujours eu des relations très importantes avec l'Afrique au travers des ventes d'armes. Il faut savoir que toutes les armes en Afrique, elles sont globalement, elles sont russes. Les kalachnikovs, les blindés, les camions, etc., etc. Donc il y a toujours eu, malgré la chute du mur en 90, il y a toujours eu en fait un fond des discussions, une présence globalement des vendeurs russes. Donc ça c'est le sujet. Et donc le Mali ayant de l'armement russe depuis toujours, particulièrement tout ce qui est armement individuel, tout ce qui est armement collectif, les canons, les mortiers, etc., etc. Donc globalement, ils ont toujours eu des relations avec les Russes. Globalement, on va considérer que sont les seules relations, je dirais, officielles que l'État russe entretient avec le Mali. Je peux pas en dire plus, parce que globalement, il n'y a pas de ressources naturelles, enfin il y en a bien évidemment, mais elles ne sont pas exploitées par les Russes, et d'ailleurs globalement, elles ne sont pas exploitées par personne, puisque je veux dire que ça implique plein de choses, et depuis la guerre, il se passe pas grand-chose. Donc la seule relation, c'est au travers des ventes d'armes. La Russie échange-t-elle vraiment avec le Mali la sécurité et les armes contre l'exploitation des mines ? On n'en est pas là. Le problème, c'est que, comme toujours, on va un peu trop vite. C'est qu'on est en train d'extrapoler la situation qu'il y a en RCA. Donc ça, c'est vrai qu'en République centrafricaine, c'est le modèle économique qui a été choisi par la société Wagner, c'est-à-dire en fait de se faire payer, de se faire rémunérer avec des ressources naturelles. J'imagine que, vous savez que globalement, on sait que le contrat de Wagner ferait 10 millions. Alors, je vous répète bêtement ce que j'ai entendu dans la presse, j'ai aucune preuve de ça, mais on dit que globalement, c'est un budget de 10 millions par mois, donc de 100 millions par an, ce qui est d'ailleurs une somme pas très importante, même pour On parle en euros ? Oui, on parle en euros. Et donc, globalement, c'est ce que coûteraient globalement les 400 ou 500 hommes de Wagner qui seraient positionnés au Mali. Le deuxième point qui est très important, c'est que là, on parle de Wagner, mais en fait, on n'en a aucune preuve. Globalement, ce sont les Américains qui disent qu'ils ont des preuves, ils savent que c'est Wagner, mais c'est pas écrit sur leur front. Et aujourd'hui, que je sache, l'État malien récuse de cette information en disant qu'ils discutent avec ils ont une coopération qui a été mise en place. Cette coopération, elle fait suite au départ des Français. Vous vous rappelez qu'il y a eu une première vague de départ de Tombouctou et de Kidal et puis de Tessalit dans le nord du Mali. Et donc ce départ a provoqué un vide. Et donc c'est l'argument qu'a choisi le Mali pour dire que globalement il fallait remplacer ces forces françaises et qu'ils ont fait appel aux Russes et que les Russes leur ont envoyé Wagner. Quelles sont les conséquences, selon vous, de cet échange à l'heure actuelle et quelles en seraient les conséquences dans le futur ? On n'en sait rien. Je vous ai dit, au Mali, on n'en sait strictement rien. C'est pas comme la RCA où il y a des mines de diamants, etc., etc. Au Mali, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas d'industrie, si vous voulez. Alors au Niger, il y a des mines d'uranium, etc. Mais au Mali, il y a pas grand-chose. On n'est pas au Gabon, on n'est pas au Cameroun. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il y a du potentiel, mais il n'y a pas d'activité d'extraction massive. Donc c'est pour ça que je pense que on a extrapolé un business model. On considère que Wagner n'est pas fréquentable et que leur business model n'est pas acceptable. Mais pour l'instant, on n'en a aucune preuve. Aujourd'hui, vous avez globalement 500 types de Wagner qui sont installés dans la région de Tombouctou, Ségou, Tombouctou, donc dans le centre du Mali. Mais c'est les seules informations, je dirais, pratiques et concrètes qu'on a aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, si vous voulez, ça sans avoir de preuves, parce que je me trompe peut-être, mais à l'heure où je vous parle, de façon parfaitement factuelle, on ne peut pas dire, si vous voulez, que Wagner spolie l'État malien. Mais des matières premières au Mali, il y en a quand même beaucoup. Énormément.
comme dans tout le Sahel. Mais alors, si on pourrait éventuellement sur les mines d'or, vous savez qu'il y a de l'orpaillage en pagaille, peut-être que sur les mines d'or, il y a quelque chose. Mais de toute façon, là où ils sont actuellement, dans la région de Ségou, donc c'est dans la boucle du Niger, c'est pas là que l'or existe. L'or existe dans le Sahel, plus au nord, dans la région Touareg, etc. Donc c'est plutôt dans les régions désertiques. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est en train de projeter quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas prouvé. Moi, je suis un scientifique, si vous voulez. Je ne peux écrire que si j'ai la preuve, s'il y a des faits. Et pour l'instant, ce fait n'est pas avéré. Parlons digital. La propagande russe œuvre sur le digital au Mali. De ça, on a des preuves. L'influence et la manipulation des masses est-elle finalement aussi une arme russe ? Oui, on peut considérer que les Russes, dans tout ce qui est cyberattaque, cyberinfluence, etc., les Russes sont extrêmement influents et qu'ils ont joué la séquence massivement au Mali, mais probablement que dans l'ensemble des pays africains, du fait que globalement, depuis la RCA, malheureusement que les Français ont un peu abandonné, faut comme partir du point de départ, ce que je pense, c'est que les Russes ont repris goût, quelque part, ont repris goût à l'Afrique et considèrent que globalement, c'est peut-être le moment globalement de déstabiliser l'ancien colonisateur français et donc en menant des actions de cyberinfluence visant à ce que les populations deviennent pas anti-françaises, mais en tout cas pas pro-françaises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur le positionnement français sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Je veux dire que ça porte ses fruits, c'est ça que je veux vous dire. Et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de positionnement français qui a été plutôt mal anticipé. Mais je pense que les Français, parfois, sont un peu trop présents, un peu trop lourds, et l'empreinte qu'ils ont au sol, sur Barkhane, par exemple, elle est beaucoup trop lourde, beaucoup trop forte. Et les Français auraient dû comprendre qu'à un moment donné, il faut savoir décrocher. Et c'est ça que les Russes font très bien, et les Américains le font très bien également, ou même les Turcs, avec la société Sadat, c'est qu'en fait, les Français, ils raisonnent avec deux piliers dans les opérations extérieures. Un pilier diplomatique et un pilier que je qualifie de militaire. Donc la diplomatie française est extrêmement active en Afrique évidemment, et puis il y a un pilier militaire qui est extrêmement actif avec les Serval, les opérations de déploiement avec Barkhane, etc. Ça fonctionnait comme ça. Vous voulez dire que le modèle a changé ou que les Africains préfèrent un autre modèle ? Jusqu'à présent, si vous voulez, il n'y avait rien qui s'intercalait entre ce pilier diplomatique et ce pilier militaire. Or, depuis la guerre en Bosnie et surtout depuis la guerre en Irak, les Américains ont commencé à introduire entre ces deux piliers, qui en fait sont les piliers régaliens, ont commencé à introduire des sociétés privées, de la privatisation, de la sous-traitance. Et en fait, ces grands groupes américains, à l'époque Blackwater, maintenant il y en a plein d'autres évidemment, parce qu'il y avait beaucoup d'argent, financés par les États-Unis, se sont intercalés entre ce pilier diplomatique et ce pilier militaire. Et en fait, ça a créé globalement un troisième pilier. Une troisième activité qui est en même temps rémunératrice, en même temps politique et en même temps, je dirais, à faible empreinte. Et ça, les Français n'ont pas compris pour des raisons, je dirais, de culture globalement, et donc ils ont fermé les écoutilles, ils ont fermé les portes, si vous voulez, grâce d'ailleurs à une loi de 2003, qui est la loi de lutte contre le mercenariat, et donc ils ont interdit à ce genre de société de se développer. Vous voyez, Thémis, la société que je représente, est une ESSD, on pourrait être beaucoup plus performant, etc., mais on est limité structurellement. Alors nous, on fait que de la formation. Mais globalement, l'État français pourrait nous financer, nous développer, etc. Alors, il va peut-être le faire maintenant, mais à l'heure où je vous parle, si vous voulez, Thémis n'est qu'un acteur parmi tant d'autres et on n'est pas du tout encouragé. Donc, je veux dire, c'est les Français ont un peu raté le coche. Et le départ un peu en catastrophe du Mali, parce que faut quand même connaître les choses, c'est quand même pas très glorieux. Et à mon avis, il va y avoir d'autres problématiques dans d'autres pays africains. Je pense qu'il va y avoir une espèce de remise en question, en tout cas de réflexion globale sur notre positionnement en Afrique. Alors, les Américains sont-ils présents aussi au Mali ? Ils ne le sont plus à l'heure où je vous parle, mais ils ont un positionnement qui est financé par le département d'État. C'est une structure qui s'appelle GPOI, anciennement Akota, et c'est encore une fois le département d'État, donc c'est pas le ministre de la Défense qui les rémunère. Globalement, c'est des budgets à 500 millions de dollars par an, et donc ils ont des accords globalement avec l'ensemble des pays africains, à partir du Sénégal jusqu'au Kenya inclus. Et donc ils forment l'ensemble des armées africaines, donc ils sont extrêmement présents. Ils le sont ni plus ni moins que Wagner. La seule grande différence, si vous voulez, c'est qu'on sait
que Akota ou que GPOI est financé par l'État américain et n'est pas financé sur un business model fondé sur la captation globalement des richesses naturelles du pays. C'est la grande différence. Donc si vous voulez globalement l'action américaine ou l'action d'autres, parce que je pense que les Chinois vont finir par venir avec des boîtes comme Frontier Service Group, etc. Donc il va y avoir de plus en plus de sociétés qui en même temps ont une clientèle fondée sur les sociétés, sur les entreprises, qui ont des problèmes de sécurité, et en même temps, et pour assurer leur fin de mois ou leur positionnement, si vous voulez, ils font des propositions aux États dans lesquels ils sont implantés, visant à faire de la formation, visant à assurer différents services de sécurité, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est le modèle, pas le modèle Wagner, parce qu'on va dire, mais le modèle de sociétés, je dirais, privées, qui font de la formation, ce qu'on appelle les ESSD d'ailleurs, hein, donc les entreprises de services de sécurité et défense, ont un bel avenir, si vous voulez, en Afrique, parce qu'il va falloir, l'État français particulièrement, va vouloir compenser, si vous voulez, cette perte d'influence et va vouloir le compenser avec des sociétés françaises qui vont évidemment concurrencer les sociétés américaines, Wagner et évidemment les Russes, les Turcs avec Sadat et les Chinois avec Frontier Service Group. Revenons aux Russes qui sont au Mali. Quels sont les risques pour les Maliens? Il n'y a aucun risque parce qu'ils sont installés. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Et puis surtout, ils ont le support de la junte. Tant qu'ils ont le support de la junte et que la population aujourd'hui malienne, elle est plutôt satisfaite de voir arriver un nouvel acteur qui est russe, alors travailler au corps, pour de la communication, de la cyber-influence, etc., etc., tout ce qu'on voudra. L'empreinte au sol des Russes est tellement faible que je vois pas très bien, vous savez, ils sont 500, ils sont 600, même 700, quel est le problème? Qu'est-ce qu'ils peuvent risquer? Alors, ce qu'ils peuvent risquer, c'est des attaques terroristes. Mais moi, ce que je pense, c'est que le monde terroriste, ce qu'on appelle les GATT, hein, les groupes armés terroristes, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à attaquer les Russes. Ils ont intérêt, au contraire, à négocier. C'est ce que fait d'ailleurs l'État malien. Ils négocient actuellement avec les groupes armés terroristes pour que justement les groupes trouvent une place, et vous verrez qu'on va trouver une solution et que vous verrez qu'il y aura de moins en moins d'attentats terroristes au Mali. Et on va mettre ça au crédit de Wagner. L'attitude de Vladimir Poutine qui consiste à nier la relation du Kremlin avec Wagner, est-ce que c'est juste un coup de bluff? Non, parce que ça s'appelle le déni plausible. C'est une position juridique qui vise en fait globalement à avoir une structure qui agit. Si ça fonctionne, c'est grâce à la Russie. Si ça fonctionne pas, c'est à cause de Wagner. Et ça s'appelle le déni plausible. Hein. C'est les Américains qui ont inventé le terme, c'est un terme juridique. Hein. La question c'est, est-ce que Wagner peut intervenir dans un pays sans être piloté par le Kremlin? À l'heure où je vous parle, oui, parce qu'aujourd'hui le Kremlin, d'abord, ne reconnaît pas le mercenariat, ça c'est le premier point, et deux, aujourd'hui, Moscou ne reconnaît pas Wagner, même si officiellement, évidemment, Wagner est quasiment officiel, mais aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance du positionnement de Wagner aujourd'hui au Mali. L'État russe se garde bien de prendre position sur le sujet, en considérant et en disant à chaque fois que le mercenariat est interdit en Russie. Un dernier mot à rajouter par rapport à cette question de Wagner au Mali? Je pense simplement c'est que le modèle est extrêmement intéressant et extrêmement déstabilisant. Intéressant c'est une nouveauté, si vous voulez, globalement, dans les relations, je dirais, diplomatiques ou les relations entre États. Et donc, c'est relativement intéressant d'avoir cette espèce de structure qui apparaît comme dangereuse, qui apparaît comme prégnante, qui apparaît comme un peu dominante, et en fait, qui ne l'est pas vraiment. 500 hommes, ça vaut les 5000 hommes de Barkhane. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de ratio. Le deuxième point, c'est une activité extrêmement intéressante économiquement. Pourquoi? Parce que, globalement, c'est pas l'État russe qui les rémunère. Et donc, vous avez une société qui a négocié avec les Maliens, avec l'État malien, et qui aujourd'hui assure des prestations de sécurité au profit de l'État malien. C'est pour ça qu'il y a une ambiguïté, si vous voulez. Les Européens, nous, on est plutôt un peu maris devant cette affaire-là, parce qu'on est un peu surpris. Mais aujourd'hui, l'État malien dit, mais pourquoi vous nous empêchez de discuter avec les Russes? Est-ce que et nous, on est souverain ou pas? Donc oui, vous êtes souverain, donc on a le droit de discuter avec des Russes. Donc cette ambiguïté, si vous voulez, elle est compliquée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir l'affaire ukrainienne. L'image de la Russie va être tellement pourrie dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, que là, si vous voulez, ils seront beaucoup moins à l'aise, si vous voulez, pour faire, entre guillemets, les fanfarons sur l'ensemble de l'Afrique. Donc on va suivre un petit peu l'affaire ukrainienne qui aura bien sûr un impact extrêmement important sur le positionnement sur l'ensemble de la planète. Donc c'est pour ça, je pense que la limite aujourd'hui de Wagner, c'est concrètement ce qui se passe en Ukraine. Poutine a perdu politiquement, selon vous, avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment?
Le problème, je pense qu'il était un peu surpris. Mais vous savez, quand on envahit l'Ukraine avec des milliers d'hommes, je pense que c'était un plan qui était parfaitement établi à l'avance. Je pense qu'il en a assumé le risque. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, c'est toujours compliqué d'assumer un risque de ce niveau-là, parce que je pense qu'il va isoler son pays, premier point. Deuxième point, lui-même, il va être l'homme à abattre. Il sortira plus jamais de Russie, sinon il ira en tôle directement ou au TPI directement. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offensive réelle russe en Ukraine. On voit que c'est des escarmouches, quelques missiles lancés par-ci par-là. Alors bien sûr, il y a des dégâts collatéraux, comme on dit. On est sur une base de 10 ou 5 ou 20 morts. On n'est pas sur des carnages avec 6000 morts. Rappelez-vous Srebrenica, les Serbes ont assassiné en gros 6000 hommes à la mitrailleuse lourde en 48 heures. C'est un autre sujet. Vous voyez, on n'est pas sur le même modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, que Poutine, il cherche à rester sur un modèle, je dirais, un modèle low profile, entre guillemets. Mais je connais pas l'avenir, Je peux vous dire que ce que je sens à l'instant où je vous parle. Merci, Monsieur De Jong. À bientôt, en tout cas. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Mon Œil. Ciao, ciao. Double Bang Company.